Réduire la dette à tout prix, voilà le credo du moment du président français. Il faut dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. La dette publique française s'élève à plus de 2 229 milliards d'euros, ce qui représente 98% du produit intérieur brut. Un compteur qui ne cesse de grimper et qui affole la Cour des comptes. Son premier président Didier Migaud tire régulièrement la sonnette d'alarme, rappelant le coût de la dette publique française. Puisqu'au titre des intérêts, c'est le deuxième poste de dépense du budget de l'État, soit 40 milliards d'euros pour l'année à venir. Depuis les années 1970, les dérapages des finances publiques se suivent, mais aussi les diminutions des recettes fiscales. En 1974, la dette publique représente 20% du produit intérieur brut. En 2018, elle pourrait bien frôler le plafond symbolique des 100%, car cette année encore, la dette va continuer de croître. Alors, si Emmanuel Macron veut clairement inverser la tendance, il va falloir massivement réduire les dépenses et assumer sans doute une hausse de son impopularité. Et doit-il forcément inverser la tendance? On va essayer de répondre à cette question dans ce match des idées. Avec nous ce soir, Alexandre Malafaye, chroniqueur à l'opinion, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir. Henri Sterdignac, économiste et cofondateur des économistes atterrés. On va juste regarder ce que Nicolas Sarkozy disait déjà en 2008. Ce n'est pas la peine de parler d'indépendance d'un pays qui accumulerait dette et endettement. Alexandre Malafaye, c'est vrai, oui ou non, et pourquoi? En fait, c'est une épée de Damoclès qui pèse sur la tête de la France et des Français. Le poids de la dette aujourd'hui, c'est presque 50 milliards par an d'euros de frais financiers. C'est une véritable dépendance à l'égard des banques et des organismes qui nous ont prêté. Et nous sommes à la merci du moindre prochain gros krach financier qui pourrait survenir. Le vrai enjeu, il est là. Alors cela dit, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que la masse de la dette est telle que de toute façon, même en faisant des efforts considérables tout de suite, et je ne sais pas trop comment, il faudrait effectivement, aller ponctionner le capital des Français dans une proportion absolument invraisemblable. Donc on a malgré tout un vrai problème. La vraie question, c'est quel chemin pour arriver à arrêter de s'endetter. Déjà, avant d'arrêter de s'endetter, il va falloir arrêter d'avoir des déficits publics. Et là encore, on voit bien que la montagne est très haute, parce que les déficits publics aujourd'hui, c'est de l'ordre de 80 milliards d'euros par an. Donc on a un sujet qui est considérable, avec des leviers qui ne sont pas très nombreux. D'un côté, c'est espérer que la croissance reparte et qu'avec la croissance, on aura plus de recettes fiscales et de rentrées diverses et variées, directes et indirectes. Et puis, c'est la fiscalité indirecte, c'est les taxes, les impôts qui augmentent à la marge, la CSG, et en espérant effectivement que tout ça combiné finisse par effectivement amener une meilleure gestion de l'État. Mais il y a un chemin considérable et une vulnérabilité qui me paraît absolument considérable. Thomas Soto. En 2008, on s'en souvient, la crise était venue des États-Unis avec évidemment les fameux subprimes. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, c'est la Chine qui inquiète le monde, mais que se passe-t-il exactement, Nicolas? C'est en effet la grande angoisse de ce début d'année, Thomas. Dans les états-majors des grandes banques, dans les ministères des finances des grands pays, et puis aussi bien sûr dans les hautes sphères du PCC, le Parti communiste chinois, on ne parle que de ça. La Chine, deuxième économie mondiale, va-t-elle couler à cause de sa dette? Le système financier chinois va-t-il exploser? Ce qui aurait évidemment des conséquences dévastatrices, ne serait-ce que parce que la Chine est le banquier de la première économie mondiale, les États-Unis. Donc vous imaginez le tableau, si le banquier des États-Unis fermait ses guichets, à côté, la crise des subprimes apparaîtrait comme une aimable répétition. Effectivement, raconté comme ça fait froid dans le dos, Nicolas. Mais pourquoi toutes ces inquiétudes? Ça vient d'où? Bonne question, car après tout, ça fait un certain temps que les spécialistes s'inquiètent de l'explosion de l'endettement privé et public en Chine, qui est passé en 5 ans de 130% du PIB, une année de richesse nationale, à 200%. La grande nouveauté, Thomas, c'est que les autorités chinoises commencent à prendre peur. Pourquoi? Parce qu'il s'est développé en Chine tout un système financier parallèle. On appelle ça le shadow banking, la banque de l'ombre, qui a permis à des tas d'entreprises, de collectivités locales et même de particuliers de s'endetter au-delà du raisonnable. Et c'est ce château de cartes qui menace de s'écrouler à tout moment. Mais les autorités chinoises qui quand même savent contrôler les choses n'ont pas les moyens de contrôler cette situation? Pas totalement, justement. D'abord parce que ces circuits financiers parallèles, souvent occultes, sont par définition difficilement contrôlables. Et puis ensuite parce que Pékin se trouve face à une équation impossible. Mieux réguler la finance, c'est bien gentil, mais ça veut dire moins de financement pour l'économie, donc ça risque de freiner la croissance. Or, c'est évidemment la hantise absolue du régime. Moins de croissance, c'est l'assurance de troubles sociaux. La Chine va donc connaître une année 2014 incroyablement compliquée, avec en permanence le risque que son système financier craque. Espérons que ça n'arrivera pas, Thomas, car encore une fois, le cataclysme serait mondial.
Le gouverneur de la Banque centrale du Japon, Haruhiko Kuroda, a prévenu jeudi que l'endettement colossal du pays n'était pas tenable. Il est important de maintenir la confiance dans les finances et les obligations d'État, a-t-il déclaré. L'endettement du Japon, troisième puissance économique mondiale, pourrait atteindre 245% du produit intérieur brut. Kuroda a pour objectif de stopper la déflation, la baisse des prix via des injections massives d'argent dans l'économie japonaise. À mon avis, malheureusement, on applique exactement les mêmes remèdes que durant les 15 dernières années. Sauf que cette fois-ci, ils sont multipliés par 2. Et j'ai de sérieux doutes sur leur efficacité à changer de manière structurelle l'économie japonaise, mis à part de donner un certain dynamisme à court et moyen terme au marché d'actions. Le nouveau gouvernement japonais a fait de la relance de l'activité économique sa priorité, mais 46% du budget de l'État devrait provenir de l'émission de nouvelles obligations sur l'exercice budgétaire 2013-2014. Pour maintenir sa croissance, l'Afrique doit limiter son endettement afin de pouvoir assurer le service de sa dette. Cette suggestion émane d'Albert Zefak, l'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique. Selon le Fonds monétaire international, la dette publique a quasiment progressé dans tous les pays subsahariens, parfois dans des proportions inquiétantes pour certains d'entre eux. À titre d'exemple, le Cameroun, la Zambie et la République du Congo ont vu leur dette évoluer à plus de 300% en 6 ans entre 2010 et 2016. Le Gabon et le Mozambique, quant à eux, ont respectivement connu une évolution de leur dette estimée à 226 et 201%. Et selon la Banque mondiale, cette augmentation accrue du taux d'endettement expose l'Afrique à de gros risques. Les pays se doivent de freiner leur endettement car les mécanismes de mobilisation des recettes et des ressources domestiques pour pouvoir assurer le service de la dette se mettent difficilement en place. L'institution recommande que les taxes collectées ne soient pas orientées à payer la dette. Et selon la Banque mondiale, la situation d'endettement empêche les pays africains à investir dans l'éducation, les infrastructures et la création d'emplois. La valeur des bons du Trésor va diminuer. La Chine détient environ 1100 milliards de la dette du gouvernement américain. Si leur valeur baisse de 1%, la Chine va subir immédiatement une perte de 11 milliards de dollars. La Chine réclame une nouvelle monnaie de réserve mondiale, plus stable et plus sûre pour éviter une catastrophe causée par un seul pays. Se référant à la crise autour du relèvement du plafond de la dette américaine, Pékin estime que Washington laisse sa politique intérieure prendre en otage l'économie mondiale. Face au regain d'inquiétude sur l'Espagne et l'Italie, les dirigeants européens sont mis sous pression par les marchés pour qu'ils mettent en place rapidement ce qui a été décidé au cours du sommet européen de la mi-juillet pour empêcher la contagion de la crise de la dette. José Manuel Barroso, le président de l'exécutif européen, a jugé mercredi injustifié les tensions observées sur les marchés financiers depuis quelques jours. Les écarts entre le taux de rendement de la dette allemande, la dette de référence à 10 ans, et ceux de la dette italienne et espagnole ne cessent d'augmenter sur les marchés obligataires. Envoyer un signal clair que la zone euro va résoudre la crise de la dette souveraine, c'était aussi le but de la rencontre mercredi entre le Premier ministre espagnol, José Luis Zapatero, et le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy. Les mesures du nouveau plan de sauvetage de la Grèce doivent être appliquées au plus tôt, ont-ils déclaré dans un communiqué commun. La rencontre à Luxembourg entre Giulio Tremonti, le ministre italien des Finances, et le chef de file des ministres des Finances de la zone euro, Jean-Claude Juncker, avait mercredi des allures de réunion de crise. En effet, les taux d'intérêt de la dette italienne vont coûter très cher aux finances du pays s'ils se maintiennent à ce niveau et il faut absolument désamorcer cette situation.